Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt à 7? C'est bon? Ça doit être bon. On est prêt à 7 en tout cas et on va lancer l'enregistrement. Ouais. Ok, donc bah, c'est bon, tu peux lancer. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde en ligne aussi. Donc on est aujourd'hui pour la deuxième session des présentations des élèves en stage de Master 2 à Marbec. Et on va commencer tout de suite avec Gabriel. En fait. Du coup, moi, mon stage, il porte sur l'étude de la dynamique spatio-temporelle des méduses en France à partir de données hétérogènes. Donc, pour un peu de contexte, mon stage il vise à aider à comprendre les dynamiques des proliférations des méduses en France. Et en fait, un frein qui mène à cette compréhension, c'est qu'on n'a pas de données à large échelle spatio-temporelle sur ces organismes. Donc, par exemple, à l'échelle de toute la France et sur plusieurs années, on a plutôt des données vraiment à des cycles d'échantillonnage précis. Et donc, pour pallier à ça, il y a les sciences participatives qui sont assez utiles pour couvrir de grandes échelles. Donc, les sciences participatives, c'est par exemple des personnes qui vont aller sur la plage, qui vont prendre des photos des organismes et qui vont les poster sur un site. Et donc, on va pouvoir avoir leur localisation et leur date d'occurrence. Et donc, pour mon stage, j'ai constitué une base de données sur les données d'occurrence de distinction de cnidaires gélatineux entre 2020 et 2025 en France métropolitaine. Et donc, j'ai utilisé des sources assez hétérogènes. Donc, en sciences participatives, j'ai des programmes tels que GBIF, Inaturalist, Biolite, Méduséo. Donc, ça, c'est un site de sciences participatives que pour les méduses. Et j'ai aussi des données des médias comme les journaux, les réseaux sociaux, la littérature et aussi des données scientifiques comme les données du climat. Donc, la plus grande partie des sources, c'est quand même des sciences participatives. Et ce que j'ai essayé de faire pendant mon stage, c'est de regarder les relations entre la technologie, donc la date d'apparition des espèces, et les conditions environnementales, et aussi faire des modèles de distribution d'espèces conjoints, des GTM. Et donc, pour quelques de mes résultats sur la technologie, un truc qu'on a trouvé, c'est que les conditions environnementales mensuelles les plus associées au pic de prolifération, elles variaient en fonction du cycle de vie des espèces. Donc, par exemple, les espèces pélagiques, telles que les élèves ou les pélagies, elles sont associées à des conditions environnementales assez contemporaines par rapport au pic, donc pas très longtemps avant. Tandis que les espèces bentopélagiques, comme Aurelia ou Rhizostoma, donc celles qui ont un polype qui est en stade de vie fixé, sont associées à le pic il est associé à des conditions environnementales qui sont un peu plus avant. Voilà. Et pour les modèles de distribution d'espèces, on peut voir les relations entre conditions environnementales et espèces, les relations avec les espèces entre elles et aussi faire des cartes de probabilité. Voilà, merci. Ouais. Euh, du coup, tu as utilisé des données de sciences participatives. Ouais. Le biais principal des données de la science participative, c'est que globalement, les gens en été, ils vont beaucoup à la plage, donc pouvoir beaucoup méduses. Est-ce que tu l'as fait entendre dans les modèles? Ouais. Comment c'est géré? Parce que même sur les LDM, en fait, je sais pas. Ouais, en gros, moi, j'ai pris l'effort d'échantillonnage en compte. Donc, en fait, c'est assez compliqué d'avoir un vrai effort d'échantillonnage parce que, notamment pour un des sites Méduseo, on n'avait aucune info là-dessus. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a compté le nombre d'occurrences par case. Donc, le nombre total de présence-absence de toute espèce confondue. Et on a pris ça comme effort d'échantillonnage. Tu as dit que tu avais pris plusieurs sites différents pour faire ta base de données. Est-ce que parfois les gens peuvent publier la même photo ou la même occurrence sur plusieurs sites et dans ce cas-là, tu as appris c'est plusieurs fois, enfin Ouais. différentes photos, mais les connaissent la même? Du coup, pour GBIF, normalement, il n'y a pas vraiment de doublon, on a vérifié les photos quand même. Et après, pour le site comme Meduseo, on peut pas vérifier, il n'y a aucune photo, donc c'est un peu biaisé. Donc, pour les modèles de distribution d'espèces, j'ai pas utilisé la base de données Meduseo parce que je ne pouvais pas vérifier. Et pour Inaturalist, on a vérifié les photos aussi pour voir si ça avait été mais il y en avait pas.
Vous avez une question en ligne, peut-être? Ah oui, vas-y. Une dernière. Est-ce que tu gères du coup l'overfitting en travaillant un peu plus sur l'espace climatique plutôt que sur l'observation de tes données? C'est-à-dire que chacune de tes données est reliée à une condition climatique. Est-ce que ça, j'imagine aussi que tu fais des déplacements pour faire des SDF? Ouais. Mais il y a plein de données où on a des absences aussi. Tu as des données d'absence? Ouais. De vraies absences, ok. Et du coup, tu gardes celle-là ou est-ce que tu génères en plus des pseudo-absences? Et dans ce cas-là, comment tu gères tes pseudo-absences? Non, en fait, parce qu'on a les données d'Ifremer, et donc là, il y avait énormément de données d'absence. Donc, c'est exhaustif, en fait. Donc, on a fait ça comme absence, on a pas les données d'absence. Donc, tu fais des absences, des Ouais. ça. Merci. Merci beaucoup. Et donc maintenant, c'est le tour de Angel. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon stage encadré par Jean Avignon, portant sur l'étude des perturbations neuroendocriniennes chez le crabe vert. La santé mentale est au cœur des préoccupations et la consommation d'antidépresseurs à l'échelle mondiale ne cesse d'augmenter. Lorsque l'on prend un antidépresseur, il passe dans notre corps et ensuite se retrouve dans les toilettes, puis dans nos stations d'épuration. Malheureusement, les stations d'épuration ne sont pas équipées pour éliminer l'entièreté de ces molécules. Elles vont donc se retrouver dans les eaux de surface, comme les rivières, les fleuves, les lacs, mais aussi dans la mer. C'est donc un véritable cocktail antidépresseur que l'on retrouve dans les milieux aquatiques. Les antidépresseurs ciblent principalement la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va impacter notre humeur. On le retrouve aussi chez les organismes marins et il va réguler par exemple la glycémie, la reproduction ou bien encore le stress. C'est dans ce contexte que nous sommes demandés si nos antidépresseurs affectent les animaux marins. Pour ce faire, nous sommes intéressés à une espèce modèle largement utilisée en écotoxicologie, le crabe vert. Carcinus menas est une espèce appartenant à la famille des Portunidae. On le retrouve en Atlantique de l'Est, dans les zones estuariennes et côtières. C'est une espèce dite bioindicatrice, c'est-à-dire que son absence, sa présence ou son abondance va indiquer sur l'état de santé d'un milieu. Cette espèce est donc très intéressante pour notre modèle d'étude, d'autant plus qu'elle a un système endocrinien complexe qui va être proche du nôtre. Nous les avons donc exposés à un cocktail de 8 molécules les plus prescrites en France. Ils ont été exposés à une concentration dite environnementale et à une concentration 100 fois plus élevée à ce que l'on retrouve dans l'environnement. Après un mois d'exposition, les crabes sont récupérés, on prélève leur rémolin, on réalise des mesures et on récupère leur hépatopancréas, qui est l'équivalent du foie, du pancréas et de l'intestin chez les vertébrés. Nous avons donc ensuite réalisé diverses mesures, comme par exemple, nous avons regardé l'état de santé global des crabes, avec la mortalité et la respiration. Nous avons également regardé la balance énergétique en mesurant leur glycémie ainsi que leur métabolisme anaérobie. Nous sommes intéressés à leur balance hydrominérale en mesurant la pression osmotique dans leur hémolymphe. Et enfin, nous avons regardé leur hépatopancréas à l'aide d'un microscope. Les résultats montrent que les antidépresseurs n'ont pas d'effet létal. En revanche, ils vont induire des perturbations physiologiques, comme par exemple une augmentation de la glycémie, une diminution de leur respiration et une destruction des cellules de leur hépatopancréas. Nous avons donc des effets qui vont être qualifiés de sublétaux. Il serait aussi intéressant de regarder dans d'autres tissus, comme par exemple les branchies, si les antidépresseurs ont un impact. Enfin, pour conclure, cette étude a permis de regarder les impacts physiologiques d'un cocktail d'antidépresseurs sur les invertébrés, en vue de proposer des améliorations des traitements des OIJ. Merci pour votre écoute. Pour les cellules décrites en histologie, vous avez simplement regardé la taille, la forme des cellules, ou est-ce que vous avez utilisé un marqueur moléculaire? Non, on a utilisé un marqueur moléculaire parce qu'en fait, au microscope, on avait des tissus qui étaient abîmés parce qu'ils avaient mal été fixés. Donc du coup, on a utilisé un biomarqueur, c'est la caspase, qui est responsable, qui est impliquée dans la l'apoptose cellulaire. Après, on aurait pu utiliser aussi un marqueur tunnel, c'est un marqueur d'immunomarquage, mais vu que nos
tissu n'était pas beau, on n'a pas pu le faire. Voilà. On a une question à 7. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si vous aviez fait ou avez comme idée de faire des expériences sur le long terme, voir les effets à long terme de l'exposition à ces molécules. Non, c'est pas encore prévu, mais là, c'est quand même une exposition d'un mois. Donc, c'est la plus longue exposition qui est faite, en tout cas dans la bibliographie, parce que les autres expositions, c'était aigu, donc c'était juste des injections. Donc, c'est déjà une première longue exposition, mais voilà. Non, c'est pas prévu, sinon. Quand tu dis qu'un système en a pris un poids lourd, j'entends quoi par là? Je suis assez étonné en fait. Bah, c'est-à-dire que les antidépresseurs ils vont venir sur les pompes de recapture de la sérotonine, inhiber ces pompes. Donc, c'est en ça que c'est proche. On a des similitudes au niveau des pompes. Voilà. Oui. La quantité d'antidépresseurs que vous mettez dans le milieu, c'est un shoot au début et après vous l'évaluez plus, vous l'évaluez de manière constante. En fait, donc, les animaux sont dans des aquariums et tous les jours, ils vont être réexposés à les mêmes concentrations d'antidépresseurs. Donc, tous les jours, l'eau va être retirée, ils vont en remettre. Et donc, tout le long de l'exposition, on aura des antidépresseurs dans leur aquarium aux mêmes concentrations. C'est constant. Oui, c'est ça. Et après, on regarde à bout des 29 jours ce qui s'est passé, quoi. Et en milieu naturel, avec enfin, on sait qu'on utilise des UV, notamment pour des lumières avec les cubes. Ouais. Est-ce que c'est un truc que vous avez envisagé? Enfin, genre l'impact de travailler de molécules sur la dégradation des molécules et à quel point l'hypothèse de concentration constante et colle avec ça. Non, on n'a pas regardé, mais en fait, ça dépend des antidépresseurs, ils ont des demi-vies différentes. Et là, c'est un cocktail, donc du coup, c'est vrai que dans l'environnement, je pense qu'il y en a certaines qui se dégradent très vite et d'autres non. Alors, je sais pas si c'est les UV ou pas, mais voilà. Et du coup, je pense que c'est jamais constant. Et donc, c'est l'une des limites de notre étude, c'est que nous, ben, c'est constant, tous les jours, ils ont la même concentration, tandis que dans l'environnement, ben, c'est pas du tout le cas. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, c'est au tour de Julia Brada. Bonjour, je vais vous présenter mon suivi de stage de Master 2 sur la comparaison de la biosphère marine à l'intérieur et à l'extérieur des AMP sur les côtes de l'Afrique de l'Est. Et je suis encadrée par Célia Bertrand et Cyril Leclerc. Donc, pour poser un peu de contexte, voici une photo qui a été prise lors des missions RLS en 2024. Et on peut voir à gauche un récif en état sain et à droite un récif qui a été abîmé par la pêche et la dynamite. Donc, il faut savoir qu'en Tanzanie et au Kenya, c'est des zones où les populations locales vont fortement dépendre des ressources marines dans un contexte de pauvreté accrue et de croissance démographique de plus en plus forte. Du coup, parfois, vont avoir accès à des méthodes destructrices pour subvenir à leurs besoins, tels que la pêche et la dynamite, qui va abîmer l'habitat physique, mais aussi menacer la biodiversité marine. Et tout ça dans un contexte de changement climatique et de blanchissement des coraux va accroître les effets. Donc pour ça, pour surveiller la biodiversité marine et la rétablir, des AMP ont été mis en place, mais ces AMP ont des réglementations très hétérogènes dans ces pays. Il y a des niveaux de compliance différents, de gestion et d'application qui sont très différents d'une AMP à une autre. Donc, on est amené à se demander, est-ce qu'il y a vraiment un effet réserve de ces AMP sur la biodiversité marine? Donc, pour cela, on a utilisé deux méthodes, le risk life survey et la donnée environnementale, qu'on a utilisé avec des covariables environnementales, socio-économiques et d'habitat afin de réaliser des modélisations random forest pour savoir dans quelle mesure la protection va influencer la biomasse et la biodiversité et quels sont les facteurs qui structurent cette diversité et enfin, quelle est la convergence entre RLS et ADN. Donc, notre résultat principal, c'est qu'il y a un effet variable et des réponses qui sont plutôt ciblées, puisqu'on va avoir un effet de la protection sur la biomasse totale, donc il va y avoir plus de biomasse dans les zones full que dans les zones out, mais on ne va pas avoir d'effet de la protection sur la richesse spécifique, que ce soit avec RLS ou ADNE. Et avec nos modèles Random Forest, on a pu se rendre compte qu'en fait, la richesse, elle était plutôt dictée par soit la méthode, soit la température et la géographie. On a eu un indicateur aussi qu'on a testé qui a été significatif et qui nous a montré qu'il y avait plus d'espèces fonctionnellement distinctes dans les zones full que dans les zones out. Et pour aller plus finement, on a réalisé des random forests espèce par espèce sur la biomasse, où on a pu voir ici, par exemple, que la biomasse ça favorise les espèces de grande taille, les espèces commerciales, les espèces piscivores, herbivores et plantivores, ainsi que certaines familles, telles que les Serranidae, donc les mérous, les Scaridae et les Aconchidae.
Mais par exemple, la protection peut aussi avoir un effet inverse, puisqu'on a pu remarquer pour les centraliers, par exemple, qu'il y a plus de menaces à l'extérieur des zones protégées que dedans. Mais du coup, il y a aussi une réponse spécifique, on a fait du modèle espèce par espèce, et pour les 152 espèces modélisées sur la biomasse, on a ressorti 10 espèces pour lesquelles la protection fait partie des 3 variables les plus significatives. Et dans ces 10 espèces, il y a eu 4 espèces de minéraux, donc des Serinidae, qui sont visées par le commerce et qui sont des espèces de très grande taille. Et enfin, on a vu que les deux méthodes étaient complémentaires, puisque ADNE, il détecte des familles que RLS ne voit pas, telles que les murènes ou les gobies, et il va avoir tendance à mieux détecter les grandes espèces et les piscivores, tandis que RLS va détecter plutôt des petites espèces et va détecter les Chiantidae et les Blénies que ADNE ne voit pas. Donc, on peut voir cette complémentarité sur ce diagramme, où on voit que ADNE détecte beaucoup plus d'espèces que RLS, mais qu'il y a quand même cette part qui reste partagée entre les deux. Mais il faut avoir en prendre attention puisque RLS, il va détecter 58 espèces qui n'ont pas été vues par ADNE, faute de référence dans les bases de données génétiques. Du coup, c'est important d'avoir ces deux méthodes et les utiliser ensemble, puisque ADNE va emmener une image globale de la diversité avec plus d'espèces et des espèces plus grandes épicévores qui vont fuir les plongeurs. Et RLS va combler les lacunes qui peuvent être dans les bases de référence génétique et aussi apporter l'effet de la protection via la biomasse, ce qu'on appelle l'effet de la protection via la richesse avec ADN. Il y a des questions. Désolé, je parle très lentement. Tu as dit qu'il y avait une augmentation de la biodiversité fonctionnelle. Oui, avec N distinctes, on a des espèces mutuellement distinctes, il y en a plus en zone protégée qu'en zone non protégée. Comment est-ce que tu maries les données de life survey et de l'ADN, sachant que tu fais de la séquence absente avec de l'ADN? Oui, c'est ça. On a d'abord utilisé que RLS pour 2024 avec la biomasse, vu que c'est un indicateur qui est très significatif, on a utilisé comme ça. Et pour 2024, on a l'ADN et RLS, on les a combinés ensemble en présence-absence sur des sites uniques. Et du coup, on les a utilisés en présence-absence en richesse. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. Merci beaucoup. Et donc, la parole est à Margot Barbaran. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle donc Margot Barbaran et je suis actuellement en stage de Master 2 à Montpellier où j'étudie l'effet d'un polluant éternel sur la physiologie du cratère méditerranéen dans Carcinus aestuari à différentes salinités. Alors, les polluants éternels ou les PFAS, ce sont des substances d'origine anthropique qui ne se dégradent pas dans l'environnement et qui vont donc s'accumuler dans l'environnement. Ces molécules, elles sont très utilisées dans l'industrie car elles sont toutes composées d'au moins une liaison carbone-fluor qui va leur conférer de propriétés exceptionnelles, comme une grande résistance à la température ou des natures oléophobes ou hydrophobes, et donc, ce qui fait qu'on va retrouver ces molécules dans divers produits de la consommation courante. Et malheureusement, ces molécules, elles ont des effets toxiques qui ont été reconnus chez l'homme, chez les organismes marins pour l'environnement. Et donc, moi, parmi cette grande famille de molécules, je me suis intéressée donc au TFA, qui est donc l'acide trifluoroacétique. C'est la plus petite molécule de cette famille donc, de PFAS. Et elle est nettement moins étudiée que d'autres. Pourtant, elle mérite un intérêt particulier puisqu'elle est le produit de dégradation de plus d'1 million de produits chimiques, de pesticides, de gaz fluorés ou de produits pharmaceutiques. Et donc, sa concentration dans l'environnement, elle est croissante, que ce soit l'environnement terrestre ou marin, d'où l'objectif finalement de comprendre quel est l'effet du TFA. Donc pour ça, on s'est intéressé donc au crabe vert de Méditerranée, donc Carcinus aestuari, qui est une espèce modèle en écotoxicologie, car elle est très résistante à différentes variations de son environnement, comme la température ou la salinité, et qu'elle vit proche d'ici, comme elle est originaire des lagunes de Méditerranée.
Donc, le protocole expérimental qui a été mis en place pour exposer les crabes au TFA a été réalisé dans deux conditions différentes, en eau de mer et en eau diluée, donc à 10 PSU. Pour chaque expérience, il y avait d'abord donc un groupe témoin, c'est-à-dire un groupe non exposé aux polluants. Ensuite, un groupe exposé à une concentration de 10 mg par litre de TFA, donc qui correspond à peu près à une dose environnementale. Et ensuite, un groupe exposé à 400 mg par litre de TFA, ce qui est là une concentration vraiment très importante pour en fait finalement voir s'il y avait un effet toxique ou pas de la molécule. Les crabes, ils ont été exposés à chaque fois dans 96 heures. Et ensuite, ils ont été donc euthanasiés. On a récupéré leurs tissus, et notamment leur hépatopancréas, qui est donc l'équivalent du foie chez l'homme. Et moi, c'est ce tissu-là qui m'a intéressée pendant mon stage, puisque mon objectif, c'était de comprendre les effets du TFA sur la physiologie du crabe vert en ciblant l'hépatopancréas. Et donc, pour ça, moi, j'ai fait des analyses biochimiques et histologiques sur ces tissus. Donc, les principaux résultats que je peux vous présenter aujourd'hui, c'est d'abord que j'ai observé un stress oxydatif dans ces tissus, avec l'augmentation de l'activité d'enzymes antioxydantes et également de dommages oxydatifs sur les protéines. J'ai également observé une accumulation anormale de gras dans les tissus d'hépatopancréas et en fait, ce qui suggère que cette molécule, elle viendrait perturber le métabolisme des lipides. Ces effets, ils ont majoritairement été observés à la concentration la plus élevée, donc de 400 mg par litre, et les réponses étaient globalement similaires entre les différentes salinités que j'ai étudiées. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'exposition au TFA de 96 heures, elle n'est pas létale puisqu'elle n'a pas entraîné de mortalité. Par contre, elle va venir perturber le fonctionnement normal de l'organisme. Merci pour votre attention. J'ai une question. C'est souvent le craveur qui est utilisé. Tu as précisé qu'il y avait une certaine plasticité de l'animal. Est-ce que du coup, ça a un intérêt parce que visiblement, pareil avec l'autre exposé, il n'y a pas d'effet létal. Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à utiliser une espèce qui est un peu moins plastique et, En fait, l'objectif, c'est que là, comme c'est le TFA, c'est une molécule où vraiment on connaît quasi rien, même sur les vertébrés, il y a très peu d'études qui ont été faites. Et donc finalement, l'objectif, c'est d'abord de prendre une espèce plutôt résistante pour voir quels pourraient être les potentiels effets. Mais je suis d'accord avec toi que ça pourrait être intéressant de regarder sur des espèces plus sensibles qui sont aussi présentes dans l'environnement pour voir quels pourraient être les effets aussi. Même question en ligne à 7. Oui, merci. Est-ce que tu peux donner une idée de combien sont les effets? Est-ce qu'il est beaucoup plus gras, il est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus gras ou c'est des effets qui sont quand même légers? J'ai une illustration. Par exemple, là, en figure A, vous avez un hépatopancréas sain, et en B, vous avez un hépatopancréas qui a été exposé, donc un crabe qui a été exposé à 400 mg par litre. Et en fait, on voit qu'on a vraiment une quantité de gouttelettes lipidiques qui est beaucoup plus importante. Alors, ça reste semi-quantitatif, voire qualitatif, mais on voit quand même visuellement qu'il y a vraiment un effet, et c'est quelque chose qui est observé chez beaucoup d'espèces, même chez des vertébrés comme des poissons, après des expositions à des polluants. Si tu devais regarder un programme de crabe vert pour voir l'effet d'exposition du TFA à 96 heures, vers quel organe tu pourrais te... C'est les branchies autrement, mais le travail il a déjà été réalisé en amont et on a aussi vu des effets sur les tissus, notamment à l'exposition la plus forte également. Mais parce qu'en fait, en écotoxicologie, en gros, chez le crabe, les deux tissus les plus étudiés, c'est branchies et hépatopancréas. Et donc, en fait, moi, mon stage, il s'inscrit dans la suite du projet où, en fait, on a déjà vu des effets sur les branchies. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'on a aussi des effets chez les hépatopancréas ou pas. Est-ce que les effets sur les bronchies, c'est les mêmes? Ils ont regardé les mêmes choses? Non, ils n'ont pas regardé les mêmes choses, mais il y avait aussi des dommages sur les tissus et sur la structure de la branchie. Et il y avait des effets aussi sur les activités des pompes Na+, Na, Na+, NK, voilà. Merci beaucoup. Euh, je vais pas faire ça.
pas comment faire. C'est mode lecture. Ok, attends. Et voilà, ça devrait fonctionner, je pense. Parfait. Et c'est au tour de moi, je sais. Bonjour à tous, alors moi c'est Eve et je fais mon stage de M2 ici à Marbec encadré par Francesca Viducci et Thomas Trombetta. Donc je travaille sur l'effet d'une vague de chaleur marine expérimentale sur les communautés planctoniques et donc au sein de la lagune de Thau. Donc premièrement, les vagues de chaleur marine, on sait qu'avec le réchauffement climatique, elles vont avoir tendance à augmenter en fréquence, en durée et en intensité. Nous savons également que les communautés planctoniques, c'est des communautés qui sont fortement structurées par la température et c'est des espèces qui jouent des rôles clés dans les cycles biogéochimiques. Donc, c'est pour cela aussi qu'on va s'intéresser à notre objet d'étude, donc la lagune de Thau, qui est donc une lagune de faible profondeur, qui a une forte amplitude thermique et dont un grand nombre de vagues de chaleur a été recensé déjà depuis 2011. Il y a pas mal d'études qui ont déjà été effectuées sur les communautés planctoniques au sein de cette lagune. Mais quelques lacunes du coup ont été révélées. Il y a beaucoup d'études qui se concentrent sur la microscopie, sur les pigments, mais peu d'études qui prennent en compte donc la méthode de métabarcoding en plus des réseaux d'interaction. Donc c'est ce contexte qui nous a amené à nous poser la question de comment une vague de chaleur simulée va pouvoir réorganiser les communautés microbiennes et planctoniques de la lagune. Donc comment on a procédé? D'abord c'est une expérience de cours en mésocosme avec 6 mésocosmes in situ, donc 3 contrôles et 3 traitements à plus 3 degrés. Le traitement était du jour 1 au jour 10 et l'expérience a duré en tout 20 jours. Donc, on voit qu'au jour 11, la température est vite redescendue à la normale. Il y a eu 4 jours de prélèvement, donc jour 1, jour 9 pour étudier la vague de chaleur et jour 15, jour 19 pour étudier le post-vague de chaleur. Donc voilà, les prélèvements ont été faits grâce à la Niskin. Ils ont été ensuite filtrés à deux niveaux de fraction. Puis, il y a eu tout le processus de métabarcoding et l'assignation taxonomique. Puis enfin, des analyses écologiques de base comme les diversités alpha et bêta, puis des analyses un peu plus poussées telles que les réseaux de co-occurrence avec le package Speakeasy. Donc moi, je me suis chargée de cette partie-là. Donc un premier résultat qui est assez flagrant, c'est une stabilité assez apparente donc avec les métriques de base. Ici, vous voyez donc en haut les deux panels, la MMDS pour les communautés 18S et en bas pour les communautés 16S. Donc effectivement, pour la 16S, j'ai utilisé seulement la plus petite fraction parce que c'était la plus pertinente et plus de 3 microns, c'était des bactéries attachées, donc pas forcément pertinent ici. Ce qui est assez flagrant, c'est que la structuration des communautés, elle est principalement drivée par finalement le facteur temps. Donc on voit ici les clusters qui correspondent au jour d'échantillonnage et le décalage entre le contrôle et la vague de chaleur est assez faible. Et en effet, du coup, les tests statistiques nous montrent que malgré le fait que ce soit significatif, ça représente seulement 3% de la variance. Et en plus de ça, l'interaction entre le jour et le traitement n'est pas significative, ce qui indique donc que le traitement est indépendant du jour. Ensuite, quand on s'intéresse un peu au réseau de co-occurrence, donc on voit ici entre le contrôle et le traitement, ça a l'air d'être des réseaux finalement assez similaires. Quand on regarde les métriques de base, donc les nœuds, les arêtes, la modularité, c'est également très similaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va un peu plus dans la profondeur, donc quand on regarde au niveau de la centralité du réseau des keystones, donc les keystones, c'est une métrique utilisée pour représenter en fait les ASV qui jouent un rôle structurant dans le réseau, qui sont les plus centraux. Quand on regarde d'un peu plus près, on observe du coup qu'au niveau du contrôle, ça va être assez diversifié. Il y a pas mal de phytoplancton, de protozooplancton, mais au niveau des principaux du coup ASV du réseau, on a une émergence de bactéries 16S et également de mixotrophes bactérivores qu'on ne retrouvait pas du tout au niveau du contrôle. Donc, en conclusion, on peut penser que les métriques classiques, telles que la diversité alpha et bêta, indiquent des changements, mais qui sont peu visibles finalement. Alors que si on va un peu plus loin dans les analyses, les réseaux d'interaction, ils peuvent nous permettre, si on les regarde en profondeur, d'observer des changements dans la structure du réseau trophique, avec par exemple ici, on a seulement 3 sur 20 keystones qui ont été conservés entre le contrôle et le traitement. Donc, comme on l'a dit auparavant, ça va être plutôt de l'émergence de bactéries et de mixotrophes bactérivores, ce qui va nous amener à l'hypothèse de ce renforcement de la boucle microbienne avec potentiellement des implications sur les flux de carbone dans les lagunes méditerranéennes
et plein d'autres hypothèses à formuler davantage, à étudier davantage. Voilà, merci à tous et je ne sais pas si c'est bon si vous avez des questions. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu peux réexpliquer, qu'est-ce que ça implique que la diversité alpha et bêta ne change pas ou peu, mais que les keystone species changent? Ça veut dire que concrètement, la vague de chaleur, qu'est-ce qu'elle semble faire? Alors, ça va être, je vais peut-être remettre quelque chose pour expliquer, ouais. Ça va être plutôt la, comment dire, la vague de chaleur, elle va pas avoir un impact direct sur les communautés, même quand on regarde au niveau taxonomique, il y a la même abondance, les abondances ne changent pas énormément. La diversité, elle ne change pas énormément, comme on l'a vu, la diversité alpha, la diversité bêta, c'est plutôt une structuration temporelle. Alors que les keystones, du coup, au niveau du réseau, ça va être vraiment en fait les espèces qui vont se modifier, des espèces clés de voûte. Ça va être un remplacement d'espèces en fait qui vont être plus opportunistes, qui vont prendre la place. Et c'est des choses qu'on va pas forcément voir parce que la diversité, elle va rester la même. Il va y avoir pas moins de bactéries, pas plus de bactéries. Ça va être plus une sorte de remplacement d'espèces en fait. Donc, il y a les mêmes personnes, mais ils sont connectés différemment. Voilà, ça va être plus des connexions qui sont différentes. Voilà, là ici, on va avoir des mixotrophes bactérivores qui vont prendre plus de place, mais pas forcément en abondance, mais qui vont être plus structurés, qui vont être plus importants dans le réseau. Ça va être un réseau en fait plus centralisé, voilà, autour de ces bactéries, alors qu'au niveau du contrôle, ça va être des réseaux beaucoup plus compartimentés en fait. Merci. Je sais pas si j'ai répondu. Ici, tu fais une exploration uniquement des ASV, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as essayé de faire des outils d'ASV pour essayer d'avoir un autre point de vue sur, parce que les ASV, plusieurs ASV peuvent être issus d'une même espèce, et peut-être avoir le OTU d'ASV, du coup, ben, là, on a un peu le défaut inverse. Ouais. T'as essayé cette Non, on a fait que des ASV, on n'a pas utilisé du tout d'OTU. C'était vraiment les ASV de base que j'avais pour les analyses. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va passer à la dernière présentation depuis Montpellier. Et donc, ça va être au tour de Jules Danielou. Bonjour à tous, je m'appelle Jules Danielou, je suis étudiant en master d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique et je suis ici en stage pour tenter de créer un modèle de capture, de reconstruction des captures de prises de calamar au sein de l'océan Pacifique Sud et à haute résolution. Tout d'abord, un peu de contexte. Ici en vert, vous observez la zone d'habitat de Dosidicus gigas, donc calamar géant. On voit qu'elle se prolonge le long des côtes du Chili, du Pérou et de l'Équateur, et que cette zone va s'élargir au niveau de la zone d'action d'El Niño. J'ai également représenté les principaux courants. Le courant du Pérou, un courant froid qui remonte le long des côtes jusqu'à l'Équateur, la zone équatoriale, et qui va se réchauffer, donner lieu au courant sud-équatorial. Et puis, juste au-dessus, le contre-courant équatorial lui-même, un courant chaud. Il y a donc énormément de dynamique océanographique et de forçage climatique dans cette région, donnant lieu à divers événements biogéochimiques et biologiques qui vont être des variables utilisées dans notre modèle. Également, un volet social et économique. Tout d'abord, c'est plus d'1 million, en moyenne, on va dire 1 million de calamars débarqués chaque année pour cette pêche. Du coup, ça représente plus que l'entièreté des pêcheries au sein de la mer Méditerranée.
Et puis, on a des emplois à toute échelle sur des gros bateaux qui pêchent plutôt en haute mer, et puis une pêche plus locale sur des petits et moyens bateaux dans les zones exclusives économiques et le long des côtes de l'Amérique latine. Concernant notre problématique, c'est que les autorités ainsi que les organismes délivrent de façon annuelle des données de capture, grillées ou non, et quand elles sont grillées, souvent avec une résolution spatiale et temporelle grossière, c'est-à-dire des résolutions d'1 degré jusqu'à 5 degrés et des données agrégées mensuelles jusqu'à annuelles. Enfin, notre modèle, il a pour but d'acquérir des données en fait environnementales de haute résolution, notamment des données de produits de réanalyse tels que GLORIS, des données également d'efforts de pêche, et puis des données d'occurrence pour produire des cartes de capture à haute résolution à la fois spatiale, donc 1/2 de degré, mais surtout avec une finesse temporelle. Donc ici, on aura des cartes hebdomadaires. Et tout cela va être donc comparé avec les données de capture plus grossières. L'idée, c'est que ça soit en cohérence avec le cycle de vie du calamar, qui est un cycle extrêmement rapide, de 2 ans dans les eaux les plus froides et moins d'1 an dans les zones équatoriales, les eaux les plus chaudes. Et c'est une pêcherie qui est un pilier à la fois économique et social pour cette région de l'Amérique latine. Donc, il y a une nécessité, et ce modèle vient tenter d'apporter une solution à une gestion plus dynamique de cette pêcherie. Voilà, merci. Il y a des questions ou en ligne ici. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a déjà ce type d'approches qui ont été faites pour d'autres espèces, essayer d'augmenter la résolution? Et est-ce que ou pas? Oui, ça a déjà été fait. Alors, souvent, ça a été fait d'une part à l'échelle globale, ou sinon on travaille localement, en région ceci. Et ça a été fait pour du multi-espèces. Et puis, leur but était simplement de reconstruire des captures et non pas d'améliorer la finesse de la résolution temporelle et de la résolution spatiale. C'est vraiment par un manque de données, essayer de combler cela en reconstruisant des captures. Ces données brutes, on est d'accord qu'elles sont mensuelles, et la seule vérification de terrain que tu as, c'est mensuel. Comment tu évalues la prédiction de la qualité, la qualité pardon, de la prédiction Alors, mes données brutes, elles sont journalières en ce qui concerne les données climatiques, les données d'effort et après l'occurrence. C'est des données du coup, de haute résolution. Et effectivement, ma seule comparaison, c'est les données donc de capture de la STRFMO qui est en grossière, donc de 1 degré, et qui est une agrégation mensuelle. Pour cela, l'idée de l'architecture, c'est à l'étape en fait de comparaison, c'est d'avoir comme une idée d'un gros sac. Le gros sac représente donc la résolution d'un carré d'1 degré où à l'intérieur il y aurait le tonnage de capture. Et en fait, à l'intérieur de ce gros sac, il y a tous mes petits carrés qui représentent ma haute résolution. Et on va tenter de redistribuer donc le tonnage sur un carré d'1 degré à l'intérieur de ces petits pixels qui sont de haute résolution. L'idée, c'est après de le faire correctement. Ça, c'est le modèle. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure de la bascule. Vous nous entendez bien? Oui, on vous entend un peu bas, mais non, ça devrait aller. Donc bonjour à tous. Alors moi je vais vous présenter donc mon sujet de stage qui porte sur la toxicité des sédiments marins européens sur le développement embryolaire chez le médaca marin, donc Oryzes melastigma. Donc tout d'abord un peu de contexte. Ce stage s'inscrit dans un projet européen qui s'appelle Contraste et mon stage s'inscrit plus précisément
dans l'objectif de comprendre le transport et les devenir des effets toxiques des contaminants émergents. Donc, le projet européen Contraste vise à comprendre la toxicité des contaminants émergents dans le milieu marin. Donc, un peu de rappel sur les méthodes. Donc, mon stage se base sur des prélèvements qui ont été faits en Méditerranée sur 5 sites, donc Villefranche, Split 1, Split 4, Thrace et Athènes, lors de l'expédition Trek. Et ces différents prélèvements représentent des zones d'activité humaine qui vont être contrastées. Donc, on va avoir des zones plus à faible activité humaine et des zones à plus forte activité humaine. Sur ces 5 sites de prélèvement de sédiments, des extractions chimiques ont été réalisées par un laboratoire en Norvège, où on a réalisé trois types de fractions ont été réalisées avec 3 solvants différents qui vont extraire différentiellement des polluants. Donc, je vous ai listé une liste non exhaustive de ces polluants. Et enfin, à partir donc, de ces extraits de sédiments, moi, j'ai réalisé donc, des expositions aiguës sur les œufs et les larves de médaca marin qui durent 12 jours, où on a suivi donc différents endpoints qui sont les malformations, le battement cardiaque, la longueur des larves et un test de comportement. Donc pour ce qui est des résultats, je vais vous présenter uniquement les résultats les plus pertinents et ceux où j'ai eu de la significativité. Donc ceux où j'ai eu de la significativité, c'est essentiellement la ville de Thrace, où là je vous présente du coup le taux d'éclosion en fonction des différentes extractions. En gris, vous avez la ligne du contrôle, et donc on peut voir qu'on a, en fonction de l'augmentation de la concentration de mon extrait sédiment, on a une diminution du taux d'éclosion sur ce site. On observe à peu près la même chose au niveau de la longueur des larves. Donc, on a une diminution pour toutes les concentrations, toutes les extractions et une diminution plus importante pour l'extraction à l'acétonitrile à 0,1% et l'acide formique. Enfin, donc, je vais vous parler du test de comportement qu'on réalise. Donc, ça s'appelle la LPMR, donc Larval Photomotor Response. Donc tout d'abord, on expose nos larves passent dans une phase lumineuse, puis une phase obscure, et on rallume la lumière ensuite. Et la phase obscure permet de mimer le comportement de fuite de la larve, comme si un prédateur passait au-dessus d'elle et que du coup, elle doit fuir. Donc là, vous avez le résultat pour Split, où donc c'est le comportement classique qu'on attend avec un comportement de fuite, donc la distance parcourue qui augmente pendant la phase obscure. Et là, pour Trace, on voit qu'on a une inhibition quasiment complète du comportement de fuite avec l'extraction à l'acétonitrile et l'acide formique. Et enfin, donc voilà, au niveau des conclusions, on peut dire que Trace est le site le plus toxique avec des effets significatifs sur quasiment tous les endpoints. Pour l'extraction la plus toxique, on a donc l'acétonitrile à l'acide formique, car pareil, c'est là où on voit une réduction sur tous les endpoints aussi. Et on observe un effet dose dépendant également sur tous les endpoints, où plus la concentration de l'extrait va augmenter, plus la diminution de l'effet sera observée. Donc on peut dire que ce test embryo-larvaire est un test qui est sensible. Et pour ce qui concerne les perspectives, donc il peut être intéressant de comparer entre l'analyse chimique, donc la composition chimique des fractions, pour identifier les CEC qui vont être responsables de la toxicité, et comparer la sensibilité observée chez le médaca marin à d'autres espèces. Merci pour votre écoute. Des questions? Peut-être en ligne, si vous avez des questions en ligne. Moi, j'ai une question. Ah. Est-ce que tu penses que les autres endroits sont moins contaminés ou que c'est dilué, plus dilué? Alors, toute la question est de savoir ce qu'on a dans nos fractions. Donc, pour le moment, on n'a pas les résultats de la chimie, donc on ne sait pas exactement ce qu'on a dans les extraits. Donc, je ne sais pas avec quoi j'ai exposé mes poissons, mais on a eu des résultats sur ce qui est présent dans les sédiments de manière générale de ces différents sites. Donc, on a eu des contaminants qui sont différents, donc potentiellement qu'ils n'ont pas été extraits par les solvants qu'on a utilisés. Donc, on ne sait pas vraiment, mais c'est à vérifier tout ça. Voilà. Et est-ce que tu as regardé d'autres paramètres dans le sédiment? Par alors, matière organique ou... Alors, je sais que pour les autres partenaires du projet ont regardé la granulométrie et différents paramètres. Je ne les ai plus tous en tête, mais ils les ont regardés. Il y a une question. Il y a une question en ligne à 7, je crois. On vous écoute du coup. Oui, bonjour. Alors, tu as commencé en disant que tu ne montrais que les résultats significatifs et les plus pertinents, et ce qui marchait. Donc, par curiosité, ce qui ne marche pas et ce qui n'est pas significatif, tu as une idée de pourquoi sur d'autres sites,
il n'y a pas d'effet sur tes longueurs, sur tes comportements, j'en sais rien, mais est-ce que tu as d'autres trucs qui ne marchent pas et que tu peux expliquer ou pas? Potentiellement, je dirais que c'est juste que le site n'est pas toxique, donc il n'induit pas d'effet significatif sur la diminution des effets qu'on regarde en tout cas. Mais toujours à comparer avec les analyses chimiques que l'on n'a pas encore et qu'on n'aura pas avant la fin de mon stage. Donc voilà. Ok, c'était juste de la curiosité. Oui. C'est bon? Ouais. Allez. Bonjour à tous, je suis Marianne Servant et aujourd'hui je vais vous parler de mon sujet d'étude qui est sur l'analyse transcriptomique, donc de l'expression des gènes de l'intestin du bar européen sous variation thermique. Alors, un peu de contexte, c'est normal. Ok. Donc, comme vous le savez, la température influence grandement le métabolisme, la physiologie et la fitness des espèces ectothermes. Et donc, étudier ceci nous permet de prédire la persistance des espèces sous un régime changeant. Donc, on a réalisé une comparaison de deux espèces, de deux populations du bar européen, la population méditerranéenne et atlantique, à deux régimes thermiques, le régime chaud, qui est représentatif de la Méditerranée, et le régime froid, qui est représentatif de l'Atlantique. Et vous pouvez voir ici une expérience de Common Garden qui a duré 3 ans. On a mis la population atlantique dans le froid et dans le chaud, et la population méditerranéenne dans le froid et dans le chaud. Donc, on s'est posé plusieurs questions. La première était, est-ce qu'on est capable de déterminer quels sont les effets sur le transcriptome de la population, l'effet séparé aussi du régime thermique et leur interaction. On s'est aussi demandé si le background génétique causait des différences physiologiques différentes, des réponses physiologiques différentes. Mais là, vu le temps qui me reste, je vais seulement vous parler de l'effet de la température sur la population atlantique. Donc on s'est rendu compte que quand il y avait une augmentation de température ou pas, les individus atlantiques étaient toujours plus gros que les individus méditerranéens. Et donc on s'est demandé si ces différences étaient liées à une allocation d'énergie, mais aussi peut-être à des mécanismes en amont, comme l'assimilation de nutriments qui se fait dans la partie antérieure de l'intestin. Donc on a échantillonné 40 mâles de la population atlantique et méditerranéenne dans chacun des régimes thermiques. Et on a fait une extraction d'ARN, du séquençage, la bioinformatique, et nous avons réalisé une analyse différentielle d'expression génétique. On a regardé quels gènes étaient surrégulés ou sous-régulés quand les bars étaient mis dans une eau de température supérieure. Donc, il y a deux façons d'approcher le problème. Soit on a une approche qui est ciblée, où on connaît déjà des gènes qui répondent à la température. Donc ici, vous avez par exemple les gènes que vous connaissez tous très bien, les heat shock proteins, et on voit que lorsque la température augmente, donc en rouge, il y a une surrégulation de ces gènes-là. On peut aussi avoir une approche qui est sans a priori, qui n'est pas ciblée, où là, en fait, on va regarder tous les gènes qui sont différentiellement exprimés. Donc, vous savez ici, par exemple, les 20 gènes les plus différentiellement exprimés, mais c'est une méthode qui prend beaucoup de temps. Alors, on a regardé les gènes qui étaient les fonctions des gènes les plus différentiellement exprimés, mais on a une autre méthode qui s'appelle la méthode des GoTerms, qui n'est pas 100% fiable, mais qui nous permet de trier les gènes en fonction de leur investissement dans différentes voies métaboliques. Donc ici, par exemple, vous avez sur ce graphe toutes les voies, les processus biologiques qui sont surexprimés chez le bar dans une température plus élevée. Vous avez ici, par exemple, la réponse à l'hypoxie et ici les processus biologiques qui sont sous-régulés quand il fait plus chaud. Donc, par exemple, la réponse au virus. Et donc, tout ça, ça nous a permis de déterminer plusieurs choses et en particulier le fait qu'il y a dans l'intestin du bar une réponse inflammatoire donc ici, on a plusieurs signes qui nous permettent de déterminer ça. On a une motilité qui est différenciée. On a une augmentation de la vascularisation et de la réponse hypoxique. On a aussi des modifications dans la sécrétion gastro-intestinale, une régénération du mucus qui est plus faible. Le mucus, c'est ce qui tapisse la paroi
de l'intestin et qui permet de le protéger. Et quand ce mucus est affecté, on a une augmentation de la perméabilité. On voit énormément de choses qui peuvent passer à travers cette barrière et en particulier des pathogènes. Donc les fonctions immunitaires, on le voit aussi dans les gènes, sont très affectées. Et aussi, on se permet de se penser aussi que cette modification du mucus pourrait avoir un impact sur le microbiote intestinal. Voilà. Il y a des questions, je vous écoute. Vous avez fait des prélèvements de microbiote intestinal? Alors, il y a différentes choses qui vont être faites dans ce projet, le projet GEMBAS. Donc, il y a toute la partie épigénétique, la partie aussi transcriptomique, et aussi, il va y avoir une partie, le lumen a été récupéré, et du coup, de ce fait, on a pu aussi récupérer le microbiote. Et donc, il y aura une analyse de métabarcoding pour déterminer quelles espèces sont présentes et en quelle abondance, et s'il y a une différence entre les températures. Ok, une question en ligne, Youssef. Oui, on a une question à Montpellier. Oui. Alors, oui, on entend un peu. Oui. Qu'est-ce qui te permet quel gène te permet de dire qu'il y a une augmentation de la perméabilité de l'intestin à part le mucus? La perméabilité de l'intestin, il y a, alors le gène, il y en a beaucoup, mais je pourrais dire par exemple le gène Claudine, lui qui est très lié à la perméabilité, il est responsable je ne connais pas le mot en français, des tight junctions. Donc, merci, heureusement que vous êtes là. Bon point. On a ce genre de gènes. On a aussi les GOTERMS qui permettent de nous appuyer. Alors, je suis incapable de citer tous les gènes, mais je sais que celui-là, il est très impliqué. Mais tu as regardé quelle Claudine? Alors, il y en a plusieurs. Ici, j'ai la Claudine 3 et la Claudine 15 qui répondent. Ok. Merci. Bon. Tu n'as plus de questions. On peut laisser la place au... C'est toi? C'est ça la suite? C'est ça. Bon, c'était pas la version de l'essai. Ça marche pas quand je fais le pied, non? La personne qui est à côté, merci. Je peux pas savoir. Ah oui, je sais pas. Non? Combien d'enlever ça? Alors, des modèles complexes ont été développés au service de l'évaluation de l'état des stocks halieutiques. Ces modèles intègrent de longues séries temporelles, parfois structurées en âge et même spatialisées. Dans le cadre des contextes data-poor, d'autres méthodes ont été adaptées et, par exemple, reposent sur les CPUE ou bien même, plus récemment, les distributions en longueur des captures. Mais alors, que faire lorsqu'on n'a rien de tout ça? Comment proposer aux gestionnaires des éléments qui leur permettent de prioriser les espèces à gérer, de prioriser en matière de collecte de données les efforts à fournir? Eh bien, c'est ce que je vous propose que l'on regarde ensemble à travers la PSA, pour Productivity Susceptibility Analysis, qui est la méthode avec laquelle je m'attache à estimer et hiérarchiser la vulnérabilité des ressources marines de la Réunion et de Mayotte. Je m'appelle Mathéo Le Floch et ce stage encadré par Emmanuel Tessier et Lionel Palowski s'inscrit dans le cadre du PEPR Bridges et a pour vocation à standardiser et adapter cette méthode au contexte de l'océan Indien Sud-Ouest afin qu'elle soit appliquée par ailleurs aux différents sites d'études du programme. Alors la vulnérabilité, oui, mais de qui et à quoi? Eh bien, nous avons identifié des espèces qui représentent un intérêt pour les différentes parties prenantes de la région et ainsi déterminé 6 dimensions d'intérêt. Une dimension halieutique, culturelle et patrimoniale, les espèces qui ont un statut de conservation préoccupant, une dimension touristique et écosystémique. La vulnérabilité à quoi? Eh bien, aux différentes pressions de pêche côtière qui se scindent en 2 catégories. D'une part, les pêches professionnelles artisanales et d'autre part, les pêches de loisirs ainsi que les pêches à pied dites traditionnelles. La PSA, vous l'aurez compris,
est une méthode semi-quantitative qui repose sur une définition simple et structurante de la vulnérabilité. On a une composante productivité d'une part qui représente la capacité intrinsèque du stock à se renouveler, et d'autre part une composante susceptibilité qui est le degré d'exposition du stock aux pressions de pêche. Plus la productivité est grande, plus la vulnérabilité est faible. Inversement, plus la susceptibilité est grande, plus la vulnérabilité est importante. Concrètement, on va définir toute une liste d'attributs de productivité et de susceptibilité. Les attributs de productivité vont être des traits fonctionnels et halutiques qui ensemble vont permettre de rendre compte pour chaque espèce de sa productivité. Et les attributs de susceptibilité vont rendre compte de l'interaction du stock avec les activités de pêche. On va ensuite définir des seuils qui permettent de définir 3 classes pour chacun de ces attributs et définir de manière probabiliste pour chaque espèce et pour chaque attribut sa probabilité d'être dans l'une de ces classes. Par exemple, si on prend l'âge maximal, eh bien, une espèce qui aura un âge maximal supérieur à 30 ans sera plutôt comme de faible productivité, tandis qu'une espèce dont le stock est à plus de 50% recoupé par les activités de pêche aura une forte susceptibilité. On va ensuite attribuer un poids à chacun de ces attributs selon la qualité de l'information qu'il transporte et calculer de manière simple, en faisant une moyenne pondérée, un score de productivité et de susceptibilité pour chacune des espèces. Alors là, vous allez me dire, je me moque de vous parce que je vous dis qu'on est dans un contexte data-pour, et maintenant je vous dis que pour calculer la productivité, on a besoin de tout un tas d'informations sur la biologie, la croissance et les traits d'histoire de vie. Et bien justement, dans le cadre de notre travail, on essaye d'évaluer l'utilisation de bases de données globales, en l'occurrence l'estimation de ces paramètres par le modèle FishLife, qui, ensuite soumise à une expertise locale, nous permet d'estimer la vulnérabilité relative des espèces les unes par rapport aux autres, tandis que pour la susceptibilité, on tente de comprendre de manière fine la distribution et l'intensité de l'effort de pêche et son interaction avec les différents stocks. On se repose pour ceci sur des discussions avec des experts locaux. Enfin, on projette dans un plan à 2 dimensions les scores de susceptibilité et de productivité, cet espace ayant pour origine la vulnérabilité minimale, donc pour une susceptibilité minimale et une productivité maximale, et on calcule simplement la vulnérabilité comme la distance euclidienne à l'origine de ce repère dans cet espace à 2 dimensions. Alors, je vous ai ici présenté la méthode parce que la paramétrisation du modèle représente le cœur de notre travail et qu'on démarre simplement les analyses, le stage se poursuivant jusqu'à fin août. Et je vous invite à venir discuter avec moi pour en apprendre davantage. Merci de votre attention. Oui. Merci. Moi, j'ai une petite question sur la manière. Parce que tu es loin d'un micro. Ou rapproche-toi du micro. Pas trop tirer. La question, en fait, elle porte sur la manière dont tu vas quantifier la susceptibilité et la productivité. Donc, j'ai vu que tu allais chercher plein d'informations. Mais du coup, tu restandardises. Enfin, j'imagine que tu as une fonction qui te permet du coup d'affecter une valeur. Et puis après, une fonction de restandardisation. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ces fonctions sont construites? C'est construit de manière différente selon qu'on est sur la productivité ou la susceptibilité et selon qu'on a affaire à des attributs quantitatifs ou qualitatifs. Donc, pour les attributs quantitatifs de la productivité notamment, on va moissonner du coup à travers le programme FishLife là, des valeurs moyennes et l'incertitude autour de l'estimation de ces valeurs. Ensuite, on va simuler tout un tas de répétitions pour essayer d'estimer une probabilité d'appartenir à chacune des classes pour chacun des attributs. Et ensuite, on va soumettre ces estimations à la revue d'experts locaux pour qu'ils nous disent si pour chaque espèce ça leur semble cohérent, oui ou non. Pour les attributs plus qualitatifs, donc notamment pour ce qui concerne la susceptibilité, on essaie du coup de comprendre assez finement la distribution spatiale de l'effort de pêche notamment, et du coup son interaction avec la distribution des stocks qu'on connaît pas forcément très bien. Donc voilà, mais il y a la possibilité d'intégrer une incertitude dans l'estimation, et puis par la pondération entre chacun des attributs, on essaie de donner plus de poids aux attributs qui nous semblent bien informés, quoi. Je sais pas si ça répond très bien à la question. Est-ce que tu peux me dire combien tu as d'espèces dans l'étude et du coup pour l'inférence des traits qui vont vous manquer, et combien vous avez de valeurs et combien de valeurs manquantes? Est-ce que vous avez prévu une analyse de sensibilité? Du coup, le premier travail, ça a été de définir les dimensions d'importance des espèces pour essayer de moissonner ensuite dans tout un tas de rapports sur la base d'avis scientifiques d'experts locaux, les espèces à intégrer aux analyses. Et donc là, on a une liste de plus de 400 espèces
l'idée, c'est de standardiser la méthode à la région du coup océan Indien Sud-Ouest, donc en définissant les seuils qui catégorisent les classes de chaque attribut sur la base des données sur les espèces qu'on étudie. Et ensuite, oui, donc une des parties de l'analyse, c'est justement de faire une analyse de sensibilité des résultats au choix des attributs et de tester également la redondance des attributs entre eux, parce qu'il y a certains attributs qui, en fait, vont fournir une même information ou qui vont pas impacter significativement le score de productivité ou de susceptibilité. Dans ce cas-là, ils seront candidats à être retirés ou bien qu'on leur donne un poids moins élevé dans le modèle. Oui, Youssef, à Montpellier. Ouais, j'avais une question sur la sélection des espèces au départ. Tu as dit que tu l'avais fait avec des rapports et à dire d'experts. Est-ce que tu n'as pas des risques à ce niveau-là de pas pouvoir généraliser ton étude autant que tu veux parce que des espèces qui seraient importantes sur d'autres territoires que Mayotte et La Réunion ne vont pas forcément l'être à Mayotte et à La Réunion, d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique, etc. Bah justement, l'idée, c'est d'avoir, autant que faire se peut, standardiser l'estimation de chacun des paramètres pour qu'on puisse avoir juste une liste d'espèces qui peut être modifiable au début de nos analyses. Je sais pas si Et moi, la question, c'est sur la liste d'espèces au départ, comment tu l'as vraiment sélectionnée? Est-ce que bah, par exemple, donc ça va dépendre des dimensions, mais par exemple, on a été explorer les différents rapports sur les pêches dites traditionnelles pour identifier les espèces qui représentent, bah, qui peuvent être emblématiques pour les territoires ou bien qui représentent un intérêt patrimonial pour les populations locales. Ensuite, pour le volet plus halieutique, économique, commercial, on a exploré, eh bien, bah, là, l'idée justement, c'était de commencer les analyses sur Mayotte et La Réunion parce qu'on dispose de pas mal d'informations du fait de la présence du SIH sur place. Et voilà. Bon, enfin, ensuite, je pourrais détailler plus, mais peut-être que je vais laisser la place au suivant. Merci. Bonjour, donc je vais vous présenter mon stage qui s'intitule Effet du programme de pêche de régulation du risque requin sur les populations d'espèces cibles et accessoires à La Réunion entre 2014 et 2024. Donc j'effectue mon stage avec Marc Soria et Emmanuel Tessier. Pour mettre en contexte, donc mon stage, il s'imprègne dans le programme de recherche Bridge, et plus précisément sur l'axe résilience, puisque ma zone d'étude, elle est concentrée majoritairement dans une AMP, et donc elle participe aux sous-tâches impact de la pêche sur les espèces cibles, mais également du changement global et autres facteurs anthropiques sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc pour mettre un peu de contexte, il faut savoir qu'à partir de 2011, il y a eu une recrudescence des attaques de requins au niveau de la côte ouest de La Réunion, ce qui a entraîné plus de 14 morsures en 2 ans, et en 2013 a mené à l'interdiction des activités nautiques de pleine eau. Face à cette crise requin, en 2014, le Centre de sécurité requin a mis en place un programme de pêche de régulation qui visait à éliminer les populations responsables des attaques, à savoir le requin tigre et le requin bulldog. Donc les espèces cibles pêchées ont été prélevées, donc abattues, et les espèces accessoires ont été relâchées. Donc ma zone d'étude, c'est la côte ouest de La Réunion, de Saint-Paul à Saint-Pierre. Les différents types d'engins utilisés, c'est la palangre horizontale de fond et la palangre intelligente. Mes données, c'était des données d'environnement, de technique, mais également biologiques. Et j'ai plus de 800 séquences de palangre horizontale de fond et plus de 22 000 séquences de palangre intelligente. Donc une palangre intelligente, c'est un engin qui va permettre d'alerter en fait les pêcheurs lorsqu'une prise aura lieu sur l'hameçon. Et donc ça a pour but d'augmenter la survie post-capture. Pour ce qui est des analyses statistiques, donc je les ai faites en deux parties. Donc il y a les analyses sur les espèces ciblées. Donc j'ai extrait des dynamiques spatiales et temporelles à travers des GLM en faisant une standardisation de CPUE. J'ai également analysé la structure démographique des populations au niveau des stades adultes et juvéniles et fait une analyse des tailles capturées au cours du temps à l'intérieur de ces stades.
Pour ce qui est de la sélectivité, j'ai fait des analyses descriptives pour comparer mes deux types d'engins. Également des analyses de survie où j'ai comparé les engins et mis en relation avec le statut UCN. Donc là, je vais vous présenter quelques résultats, notamment pour le requin-tigre. Donc on voit que les facteurs qui influencent la capture sont l'année, le type d'appât, le rythme nictéméral, le site, mais également la saison. Pour ce qui est des CPU, on a pu observer une augmentation de la capture au cours du programme, et ce, même à l'intérieur de chaque stade de développement, ce qui suggère qu'il n'y ait pas de baisse d'abondance relative de l'espèce dans la zone locale. Ensuite, pour ce qui est de la proportion donc de chaque stade capturé au cours des ans, on voit qu'il n'y a pas de tendance ni à la hausse ni à la baisse, ce qui suggère que on a à la fois des juvéniles et des adultes qui sont capturés dans les mêmes proportions au fil des années, ce qui montre qu'il y a une absence de pression sélective sur un stade particulier. Mais enfin, lorsqu'on regarde au niveau à l'intérieur des stades, lorsqu'on analyse en fait l'évolution des tailles médianes par stade, on remarque que la taille médiane des adultes diminue au cours du programme de pêche, ce qui peut laisser penser qu'il y a une pression de pêche qui est davantage exercée sur les grands individus, à savoir donc les adultes qui représentent le stock reproducteur de la population. Enfin, à la lumière de ce que j'ai pu regarder dans la bibliographie, on sait que le requin-tigre, c'est une espèce qui a une connectivité régionale et une capacité de déplacement élevée, avec une faible différenciation génétique et un partage important d'haplotypes au niveau de l'océan Indien et Pacifique, ce qui suggérait qu'il pourrait y avoir un renouvellement constant des individus dans les zones exploitées et atténuer ainsi les effets du programme de pêche sur cette espèce. Enfin, on peut en conclure que la dynamique du requin-tigre à La Réunion, elle semble plutôt s'inscrire dans un système populationnel régional que local. Et enfin, pour ce qui est des perspectives de mon stage, le but, c'est également par la suite d'intégrer une approche fonctionnelle, puisqu'on est dans une pêcherie qui cible un grand nombre de prédateurs qui ont un niveau trophique élevé et des traits fonctionnels peu redondants dans l'écosystème. Et enfin, ce qui serait intéressant, c'est également d'ajouter les données de 2025 et 2026 pour confirmer ou non les tendances que j'ai pu mettre en évidence. Merci. C'est très intéressant. Mais est-ce que vous avez des données aussi des résultats sur le bulldog également? Oui. Tu peux nous en dire deux mots? Alors, est-ce que j'ai des trucs? On va prendre ça. Du coup, on voit que par rapport au requin-tigre, le requin bulldog, il a une dynamique complètement différente puisque lui, sa capture, elle diminue au cours du temps. Voilà, à la fois pour... donc là, c'est pour à l'échelle de la population globale, mais aussi, quand j'ai fait mes modèles au niveau des stades, je trouvais aussi une diminution de chaque stade. Ensuite, pour ce qui est de la proportion d'adultes, justement, pour le bulldog, on a beaucoup moins d'adultes pêchés au cours du programme. Donc, ce qui suggérerait qu'il y ait plus un effet de prélèvement en termes d'effectifs, puisque à l'inverse, au niveau des tailles au sein de chaque stade, j'ai pas de différence qui apparaissent. Mais c'est à noter aussi que j'ai beaucoup moins de captures pour le requin bulldog que pour le requin tigre. Donc, quand je n'observe pas de tendance, je peux aussi imaginer que c'est un manque de puissance statistique parce que j'ai quand même des p-values qui sont proches du seuil. Donc, il y a des choses que je ne peux pas conclure non plus, mais les dynamiques sont vraiment inversées, quoi. Question? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Sinon, merci Maëva. Et puis on passe à Honoré. Bonjour à tous, moi je suis Honorine et je vais vous parler de mon stage qui fait suite à deux constatations. D'abord qu'il y a une corrélation entre les traits de vie de l'huître et la structure des communautés de phytoplancton, et enfin que le changement climatique a forcément une influence sur ces structures. Donc l'objectif de mon stage, c'est d'analyser les trajectoires des communautés phytoplanctoniques en réponse à des contextes hydroclimatiques en cours d'évolution. Pour cela, on a utilisé des séries temporelles qu'on a analysées avec des analyses univariées et multivariées, qui nous ont donné
plusieurs types de résultats. Par exemple, celui-là, c'est donc ici on a les observations des abondances qui ont été désaisonnalisées. Donc avec la tendance, les courbes noires. Les pentes instantanées, pardon, les pentes monotones qui sont les droites bleues et vertes et qui indiquent une évolution significative sur l'ensemble de la période. Et en bas, on a les pentes instantanées qui donc indiquent une évolution significative plus locale. Oui, pardon, je vous présente les résultats à taux parce que j'ai fait les études sur 3 sites, mais on n'a pas le temps de tout vous présenter. Donc ensuite, on a ce graphique qui nous montre la coévolution de la trajectoire de la communauté de phytoplancton et des variables de l'environnement. Donc ici, en axe 1, on a le passage du temps, de 99 à 2018 pour taux. Et en axe 2, c'est plutôt des événements qui sont arrivés dans la communauté pour les variables environnementales. Donc c'est ce graphique qui nous permet surtout de voir donc, les changements de trajectoire, ici sur l'axe 2, des périodes où il y a plus ou moins de synchronisation entre les deux trajectoires, et les variables significatives donc sur la droite. Par exemple, on ne voit pas. Si. Donc on a Ketoceros ici, donc il explique l'axe 1 sur la gauche, ça veut dire qu'il est caractéristique de cette période plutôt. Voilà. Et donc pareil à l'inverse, ici par exemple ces variables-là, elles expliquent plutôt la courbe de ce côté-là. Pareil pour l'axe 2, les POC par exemple, et il explique ce changement de trajectoire ici. Et ensuite, on a ce genre de résultat qui nous permet de hiérarchiser les variables environnementales par rapport à leur impact sur les variables de phytoplancton, la communauté phytoplancton. Et donc ici, on a les deux principales qui sont la température de l'eau de mer et la chlorophylle A, qu'on retrouve significativement sur l'axe 1 ici. Et donc en fait, qui indique l'importance du réchauffement de l'eau et de l'oligotrophisation, donc qui est en cours dans la lagune de Thau. Du coup, ces résultats, ils nous permettent de conclure sur les 3 sites que majoritairement, il y a une coévolution des variables de l'environnement et du phytoplancton, surtout pour les variables météorologiques. Donc, je vous ai mis quelques variables qui ont plus d'importance, notamment la température de l'eau, qui est significative sur 2 sites sur 3 et qui est presque significative sur le 3e, et le vent, qui est en diminution sur tous les sites et qui a aussi un impact. Et enfin, Ketoceros, qui est une unité phytoplanctonique, une unité taxonomique de phytoplancton en diminution sur tous les sites et qui est importante pour la croissance de l'huître, en tout cas pour les traits biologiques de l'huître, donc c'est assez important. Voilà. Il y a après évidemment d'autres variables qui sont aussi très importantes et il y a des variations entre les sites par rapport à leur placement géographique. Mais voilà, je n'ai pas le temps de tout faire, donc merci pour votre attention. Ouais, j'ai une question par rapport à ce vent là, qui semble diriger ton axe 2. Ouais. Donc on voit que le vent il semble avoir un effet de 99 à 2002, puis après il y a une espèce de revirement dans l'effet Gutmann, là. Et du coup, ce vent, est-ce que tu as creusé un peu? Alors, j'ai pas vu, c'est un vent de quoi Alors, pour cette partie-là, c'est sud-ouest, nord-ouest et sud-est. Et le vent nord-est, il est plutôt significatif sur l'axe 2. Et ce vent de nord-est, l'hypothèse pour l'instant, ce serait que c'est plutôt que les autres, ils ont pas mal diminué. Lui, pas tellement. Et du coup, à cette période-là, il était un peu plus... Enfin, il n'a pas forcément diminué alors que les autres si, et du coup, ça le fait ressortir. Ok, du coup, est-ce que tu rattaches ce genre de choses-là à des phénomènes atmosphériques de plus haut, de plus grande échelle, enfin, genre les alizés Alors pour l'instant, non. J'avoue que j'ai pas été jusque-là. S'il y a une autre question, sinon. Merci, parce que les données elles sont renseignées par année, donc il y a une valeur par année. Pardon. Allez-y. Là, en fait, c'est des données mensuelles. J'ai représenté les années parce que si je mettais tous les mois, c'était illisible.
mais c'est des données mensuelles du coup. Ouais, c'est ça un peu ma question, c'est est-ce que tu avais regardé par mois et si tu avais peut-être aussi de la évolution temporelle dans le temps ou des changements de shift dépendant d'une variable à l'autre. Alors voilà, du coup là, celles sont mensuelles et après il y a des études qui ont été faites par exemple sur la saisonnalité, mais là ça a été choisi de ne pas prendre en compte voilà, la saisonnalité. Et Youssef, tu as une question à Montpellier. Merci pour la présentation. J'avais une question sur la significativité des variables, donc là, juste après. Deux questions, en fait. La première, c'est, j'ai du mal à interpréter le rôle de la chlorophylle A parce que ça me semble redondant avec la réponse, mais je pense à la chlorophylle A, c'est lié au phytoplancton directement. Donc, et puis l'autre question, c'est comment vous avez déterminé le seuil de significativité? Comment vous avez choisi ce seuil-là et c'est basé sur quoi? Alors, les seuils de significativité, on a pris 100 divisé par le nombre de variables pour ce graphique-là. Et pour celui-là aussi, c'est une question de par rapport au nombre de variables. Je me semble... Oui, c'est ça. Je suis désolée, j'ai pas bien compris la première question. Mais je suis pas sûr non plus de la formulation. Mais parce que la chlorophylle A, c'est pas directement... enfin, la chlorophylle A est liée à la communauté phytoplancton directement. Alors, ce que j'ai pas eu le temps vraiment de préciser, c'est que les unités phytoplanctoniques que nous on a utilisées, c'est que le microphytoplancton. Et donc la chlorophylle A, on l'a utilisé un peu comme proxy de représentation de tout l'ensemble des planctons. Et donc après la disponibilité en nutriments, tout ça. Et c'est plus. Ok. Donc Ok. les phytoplanctons font partie, mais il y en a beaucoup plus que ce que nous on a utilisé. Ok, non, je vois très bien. Ok, merci. Merci Honorine. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Lila Belkaïd. Donc, moi, mon stage de M2 porte sur le projet Subsea Lake, où je vais essayer d'expliquer et de comprendre, du moins, l'acclimatation et la résilience des communautés phototrophes dans un écosystème assez particulier, donc le lac Dianidja à Mayotte. Donc, je vais d'abord vous présenter le site d'étude. Donc, c'est un lac de cratère volcanique qui se situe sur l'île de Petite-Terre à Mayotte. Il fait environ 25 hectares et a une profondeur moyenne de 4 mètres avec une fosse de 18 mètres sur le côté oriental du bassin. C'est également un bassin qui est hydrologiquement fermé. Du coup, on va avoir une influence de tous les processus microbiens dans ce lac en particulier. Il va avoir aussi également différentes contraintes que j'ai essayé de représenter ici, où on va avoir notamment une salinité élevée, un pH aussi également assez élevé. On va également retrouver deux zones, ou une zone oxyque, une zone anoxique, et également une atténuation assez forte de la lumière dans ce lac, avec un par à 1% à moins d'1 mètre de profondeur. On va également retrouver différents gradients qui vont augmenter vers la profondeur du lac. Et on va donc se poser une question, comment dans un environnement aussi sélectif, on peut avoir donc des espèces qui sont présentes, mais également pourquoi on a aussi peu d'espèces qui sont présentes, donc 15 autus phototrophes présents dans ce lac de cratère. On a également une grosse productivité journalière, donc qui va poser elle aussi une interrogation, car on retrouve une productivité de 8,3 grammes de carbone par mètre carré par jour dans ce lac, qui est beaucoup plus élevé que dans n'importe quel autre écosystème marin. Donc, cette grosse productivité est expliquée principalement par la présence de deux espèces, donc l'Hypnospira fusimorphis, qui est une cyanobactérie filamenteuse, et Picocystis salinarum, donc une pico-algue verte, qui sont tous les deux présentes à 99%, qui représentent 99% de la biomasse pour l'Hypnospira et 99% des séquences eucaryotes pour Picocystis. Donc, c'est là qu'on va avoir la question principale de mon exposé. On va retrouver une codominance donc structurale, durable, entre nos deux espèces à l'intérieur de ce lac. On va alors se poser des questions.
pour expliquer la codominance entre ces espèces, car en effet, on va avoir une compétition pour les ressources, des stratégies également qui vont être contrastées entre ces deux espèces, des tailles différentes, un rapport surface-volume également différent et des stratégies différentes, pourtant pas d'exclusion compétitive. On peut alors penser qu'on va avoir une complémentarité fonctionnelle entre ces deux espèces qui vont leur permettre d'avoir une productivité supérieure dans cet écosystème. Pour cela, on a réalisé un dispositif expérimental en microcosme où on a pris la communauté naturelle du lac qu'on a filtrée pour réunir différentes fractions, donc la fraction bactérienne, la fraction Picocystis et la fraction Limnospira. Je tiens quand même à préciser que ça a été réalisé sur 2 campagnes, une en 2022 et une en 2023, et que la structure physique du lac entre ces 2 années était quand même très différente, avec un indice de stratification qui est beaucoup plus élevé en 2022 et beaucoup plus faible en 2023. Donc on va avoir un lac plus stratifié en 2022 et plus homogène en 2023. Suite à cela, on reprend nos fractions et grâce à cela, on va créer différents assemblages. La communauté naturelle enrichie, la communauté avec que Picocystis, que Arthrospira et enfin les deux pour pouvoir comparer et comprendre comment cette codominance nous permet d'avoir une productivité assez élevée dans ce lac. On va ensuite suivre ces différents microcosmes qui sont incubés dans notre lac à travers donc, différentes variables de réponses biologiques, des ressources, donc les différents sels nutritifs, et enfin une part du contexte physique pour comprendre également comment les paramètres environnementaux influencent. Donc pour les quelques résultats que je vais vous présenter, on va avoir la biomasse intégrée donc à gauche 2022, à droite 2023. On voit qu'en 2022, le traitement, on retrouve nos 2 espèces et largement significatif par rapport au traitement où on retrouve nos espèces seules. Donc, on va avoir une biomasse intégrée qui est plus importante en 2022 qu'en 2023, où on va perdre cet avantage. Lorsqu'on s'intéresse cette fois-ci à la consommation du NH4, donc de l'ammonium dans nos microcosmes, on va voir qu'en 2022, c'est totalement consommé dans nos 4 traitements comparés en 2023 où on ne va pas avoir une consommation complète. Et enfin, lorsqu'on s'intéresse aux traitements qui regroupent nos 2 espèces, on va avoir une consommation initiale plus rapide de notre NH4 dans nos microcosmes par rapport aux fractions où on retrouve nos espèces seules. Donc, on peut se poser différentes questions. En 2022, on peut se demander si on retrouve une forte productivité du coup des 2 fractions, mais sans avantage, si avec un avantage net du mélange, c'est une erreur de ma part, excusez-moi. Et en 2023, on va avoir une réduction de cet avantage frontociel. Donc, on va pouvoir se poser des questions et se demander si cette stratégie est réellement persistante à l'échelle du lac, car on remarque quand même que malgré les changements physiques dans le lac qui peuvent influencer la perte de cette codominance, on a quand même une productivité très élevée de nos 2 espèces. Donc, on peut conclure que cela dépend du contexte environnemental, mais également que cela est peut-être spécifique aussi à ce lac qui contient quand même différentes contraintes et ces changements physiques récents. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Moi, j'avais une question. Me demandais s'il y avait des résultats similaires ou des codominances de ce type dans des milieux tout aussi extrêmes dans d'autres endroits du monde et que vous avez pu vous inspirer de ça ou il y a des résultats qui font écho à ça dans des milieux aussi extrêmes avec des structures de compétition et de coexistence complexes et intéressantes. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais le problème, c'est qu'il va y avoir plus des codominances qui vont être différentes parce que là, on a une codominance qui est structurale parce que je l'ai rappelé, on a quand même une différence entre Picocystis qui est dominant au niveau des séquences eucaryotes et Limnospira qui est dominant au niveau de la biomasse. Donc, c'est plus une coexistence qu'une codominance, une codominance également une coexistence.
Et dans d'autres lacs, si je prends l'exemple de l'Hypnospira epicocystis qu'on va retrouver dans d'autres lacs salins, alcalins, comme le Dianysa, on ne va pas avoir la présence de cette codominance dans ces autres lacs. Ok, donc c'est spécifique. Oui. Merci. Merci, là. On va laisser la parole à Carla qui est en ligne. Carla, normalement, tu devrais pouvoir partager ton écran. Oui, ouais, je vais vous partager ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, pas encore en mode présentation. Là, c'est bon? Oui. Ok, bah, je vais commencer alors. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Carla Iacono Di Casito et aujourd'hui, je vais vous présenter mon stage qui porte sur l'évaluation de l'interopérabilité et de la complémentarité des réseaux d'observation de vitres creuses en France. Donc, pour commencer avec le contexte, depuis les années 1990, il y a eu plusieurs réseaux de surveillance qui ont été mis en place par l'IFREMER, notamment le REMORA en 1993 qui s'appuie essentiellement sur l'huître creuse. Donc, ces réseaux de surveillance, ils ont pour mission de faire des suivis de croissance, de mortalité et de reproduction afin de créer de la donnée qui a pour but d'être exploitée. Cependant, ces réseaux de surveillance ont évolué ces dernières années. Donc, à l'origine, 65 sites étaient opérés donc, par l'IFREMER. Donc, on peut observer sur cette carte donc, les points violets et les points bleus. Mais en 2015, ces réseaux évoluent et le REMORA devient Ecoscopa et ne conserve que 8 sites, donc les sites en bleu. Et donc, en parallèle, ces points d'observation ont été récupérés par des nouveaux réseaux qui ont émergé, donc des réseaux locaux, régionaux, donc principalement les centres techniques, inspirés des protocoles REMORA, mais qui ajustent en fonction de leurs besoins. Donc tout ça, ça a amené à produire beaucoup d'informations et également donc, à différents producteurs de données. Cependant, cette donnée, elle reste dispersée, partiellement mutualisée et elle a également conduit à une dispersion des moyens. Donc, le principal enjeu de mon stage, il est de voir comment faire évoluer ces réseaux d'observation vers des dispositifs plus harmonisés, ouverts et interopérables et de les faire converger vers un méta-réseau de référence en termes d'observation conchilicole. Donc, mon stage s'inscrit dans le projet IOBEX et donc, dans le cadre de mon stage, j'ai décidé de l'aborder en le divisant en 3 phases. Donc, la première étape, elle passe par l'harmonisation des jeux de données afin de rendre l'information interopérable. La deuxième étape, elle consiste à ajuster les modèles de croissance et de mortalité, donc, comme on peut le voir sur cette figure. Donc, les points représentent les relevés, alors que les courbes, c'est de la donnée modélisée à partir du modèle de Gompert. Et donc, l'objectif de ces ajustements de modèles sont d'homogénéiser les fréquences d'observation afin de faciliter les comparaisons par la suite. Et donc, la troisième étape est d'étudier la partition de la variance en ajustant des modèles statistiques afin de vraiment voir quelle est l'importance relative de chaque effet. Donc, par exemple, l'effet du site, l'effet de la campagne, etc. Et donc, l'objectif de mon stage, il est d'identifier donc les points communs, les différences et les éventuels problèmes qu'on repère aujourd'hui dans les observations conchilicoles, et donc de proposer un ensemble de recommandations techniques qui ont pour but d'optimiser la collecte de données, optimiser la structuration, le traitement et la diffusion de cette information.
Et dans le cadre du projet IOBEX, l'objectif final est la création d'un méta-réseau de l'observation conchilicole commun et harmonisé, un peu sur le modèle de l'organisation de l'observation océanographique qui existe déjà actuellement. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions. On a une question à Montpellier. Oui, c'est une question peut-être un peu stupide, mais il y a une mortalité de 60% du naissant en l'espace de quelques jours, c'est quelque chose de normal ou ça se reproduit à chaque fois? Enfin, c'est juste ce qu'on observe à chaque fois sur tous les sites. Je suis désolée, j'ai pas bien entendu. Du coup, sur la première figure, désolé, c'est peut-être une question un peu stupide, mais il y a une Ouais. mortalité de 60% du naissant sur sur l'intégralité des sites à chaque fois, c'est quelque chose de normal ou ça se reproduit juste parce que c'est certains sites que tu as voulu représenter où on a une forte mortalité du naissant? Vous parlez de cette figure du coup? Oui. La mortalité du naissin, je crois que j'ai pas bien compris la question. En fait, au bout de 300 jours, la mortalité cumulée qui arrive à 0,6, donc ça veut dire que tu as 60% des individus d'un naissant qui sont plus là à la fin de l'année. Est-ce que ces Oui. niveaux aussi élevés sont classiques tous les mois ou est-ce que c'est des... Ah oui, oui, parce que le naissin est beaucoup plus fragile que le 18 mois du coup. Ah, ok, donc ces niveaux sont classiques. Ok, super. En fait, il y a- Ouais. ouais, pour compléter c'est Franck Lagarde là. Pour compléter la réponse de Carla, effectivement, donc c'est quelque chose c'est un phénomène qui a émergé en 2008, la mortalité à Australie d'herpès virus sur le naissin, qui est en général du naissin entre 6 et 9 mois. Et c'est quelque chose qui est complètement anormal d'un point de vue culturel, puisque les éleveurs perdent tous les ans depuis 2008, comme tu le vois, de 50 à 80% de leur cheptel de naissins. Donc, imaginez s'il y avait ça dans le milieu bovin ou ovin, ça serait quelque chose de. Enfin, on ne laisserait jamais faire un truc pareil. Dans le milieu de l'ostréiculture, bizarrement, on laisse faire. Donc, en fait, on a des écosystèmes conchilicoles qui sont complètement épidémiques depuis 2008 à l'Ostréiderpès virus, qui est quand même un virus qui est connu pour être transspécifique. En termes de biodiversité, c'est pas une sinécure. Et effectivement, donc c'est remarquable en la matière qu'une filière supporte une telle mortalité depuis tant d'années sans avoir trouvé un plan de sauvegarde pour lutter contre ce phénomène. Et le paradoxe, c'est qu'à l'Ifremer, donc il y a eu des méthodologies de sélection génétique qui ont été développées, montrant une efficacité de 90 à 95% de survie par des sélections massales. Bizarrement, les produits qui sortent d'écloserie aujourd'hui semblent encore sensibles à ce problème-là et ça pose beaucoup de questions sur la vulnérabilité. On a vu qu'il y avait des sujets sur la vulnérabilité des pêches, mais sur la vulnérabilité du secteur conchilicole, je pense qu'aujourd'hui, ça ne tient encore qu'à un fil. Il y a encore beaucoup de travail au niveau pratique culturelle pour limiter ce phénomène-là. Ouais. Merci. Merci Carla. On va enchaîner sur Madeleine, qui est notre dernière présentatrice de la journée. Bonjour, je ne sais pas si vous voyez mon écran, si vous m'entendez. Ton écran, on entend. Parfait. Hop. Donc moi, je suis Madeleine de Mesmé, je suis étudiante en école d'ingénieur en météo et je vous présente aujourd'hui mon stage de M2 sur l'évaluation et l'amélioration des modèles de dérive des sargasses à l'aide de données satellitaires. Les sargasses, qu'est-ce que c'est? C'est des algues qui sont présentes en grande partie dans l'Atlantique,
qui étaient situés dans la mer des Sargasses jusqu'en 2011 et qui ont migré suite à des conséquences météorologiques surtout, vers la barrière tropicale, enfin vers les tropiques, entraînant de nombreux échouements, notamment aux Antilles et sur les côtes de l'Afrique et de l'Amérique. Ces sargasses sont un enjeu aujourd'hui, notamment avec ces échouements, avec des enjeux de santé, d'économie, d'écologie, et donc donne lieu à davantage d'études. Et mon travail de stage prend part à une réponse à un appel à projet de l'ANR en 2022. C'est le projet Sarg Alert qui va essayer de mieux observer, modéliser la dérive afin de mieux prévoir les échouements. Donc, afin de modéliser la dérive, j'ai deux modèles lagrangiens. Il y a différents modèles qui ont été utilisés pour la dérive des sargasses, mais moi j'étudie le modèle MOTI et le modèle ICTIOP. Donc, c'est des modèles lagrangiens qui utilisent des forçages de courant océanique et de vent en basse couche pour essayer de modéliser la dérive. Le modèle MOTI il a été développé par Météo France à l'origine pour la dérive des hydrocarbures. C'est un modèle qui est aujourd'hui opérationnel pour faire dériver les hydrocarbures, mais aussi plein d'autres choses, et qui est utilisé par Météo France pour faire des bulletins de prévision des échouements des sargasses dans les îles outre-mer françaises des Antilles. Et le modèle ICTIOP, c'est un modèle donc, développé par l'IRD qui a été créé à l'origine pour la dérive des ichthyoplanctons et qui peut être également utilisé pour la dérive des sargasses, qui a déjà été utilisé dans différentes études. Donc, pour observer la dérive et évaluer cette dérive, j'ai utilisé des données satellites. Donc, j'ai un grand jeu de données satellites avec à chaque fois une image à un temps T et une image à un temps T plus quelques heures de 3 à 24 heures. Donc, qui dépendent des satellites qui sont considérés et des différents passages des satellites. Donc, par exemple, le capteur MODIS qui est sur les satellites Terra et Aqua, on peut avoir 3 heures d'intervalle entre deux images. Et donc, pour chaque image, les radeaux ont été repérés pour les radeaux de Sargasses, donc sur une image T et une image T plus 1. Et avec leur barycentre, on peut essayer d'estimer leur position à chaque instant de l'image et donc leur déplacement d'une image à l'autre et du coup d'un temps à l'autre. J'ai donc différents sets de données. Donc des données issues de Sentinel-3 avec le capteur Halsey, des données issues de GAUSS et des données issues de MODIS. Les différentes données ont différentes résolutions spatiales, différentes résolutions temporelles. Pour Sentinel, il y a 24 heures d'écart entre deux images parce que ça correspond à deux passages, un passage chaque jour de Sentinel. Alors que pour MODIS, on a deux satellites, donc seulement 3 heures d'écart entre deux images. Et GAUSS, comme c'est un satellite géostationnaire, on peut avoir uniquement 3 heures entre deux images. Ces données couvrent également différentes périodes temporelles, ce qui me permet d'avoir des observations de 2020 à 2025. Voilà. Donc pour évaluer la dérive, j'ai comparé des trajectoires, donc en faisant tourner les modèles avec les données observées au point initial, je peux ensuite comparer le point d'arrivée observé et le point d'arrivée simulé. Donc, par exemple, là, vous avez le petit point rouge, c'est un départ. Et donc, les points rouges d'arrivée, le gros point rouge d'arrivée, c'est l'arrivée simulée et le point noir, l'arrivée observée. Donc, voilà, on a différents résultats possibles. Et donc, j'évalue cette dérive grâce à des skill scores. Et donc, plus le skill score est bon, plus on peut considérer que la prévision est bonne. Donc, par exemple, là, on a un skill score à 0,98 et on voit que les deux points d'arrivée sont quasiment confondus. Alors que le skill score, là, à moins 5,58, les points d'arrivée sont éloignés. Voilà. Et donc, j'ai pu faire une distribution des skill scores. Donc là, par exemple, c'est avec le satellite MODIS pour essayer d'estimer quelle proportion de prévision était bonne et donc dans quel cas est-ce que c'était utile d'utiliser le modèle. Voilà. Donc, je peux faire des distributions de skill score avec
différentes paramétrisations, différents forçages. Et donc, avec ces deux modèles, les trois satellites, enfin, types de données différentes et de multiples forçages et paramétrisations, j'ai pu commencer à évaluer les prévisions et chercher à améliorer, donc en cherchant des meilleures paramétrisations, des meilleurs forçages, en jouant avec les courants en entrée, en atmosphère, etc. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? On a une question, on peut dire? Oui. Moi, j'avais une question sur les scores que tu montres à la Oui. fin. C'est après combien de temps de dérive? Et j'en avais une deuxième aussi après. Je sais que l'Ithiop a été construit pas mal pour les dérives larvaires et donc il inclut des questions de croissance. Est-ce qu'il y a dans l'idée aussi de rajouter à votre modèle de dérive des questions de croissance des ragots ou de, je sais pas comment ça pourrait être pris en compte, mais voilà. Donc pour la première question, là, ici, c'est une dérive de 3 heures. Donc en fait, j'ai vraiment essayé de prendre le temps de dérive, le temps de dérive et le temps entre deux images satellites pour avoir un temps de départ, enfin un point de départ, un point d'arrivée à comparer. Donc MODIS, c'est 3 heures. J'ai quelques dérives qui sont à 24 heures avec Sentinel, mais globalement, c'est des dérives de 3 heures. Et donc ça me fait venir à la deuxième question. Effectivement, avec Ichthyop, il y a une partie biologie et croissance qui pourrait être utilisé pour les sargasses, mais sur 3 heures, même 24 heures, c'est quand même a priori assez négligeable. Donc ça serait envisageable d'essayer de regarder si quelque chose se passe. Mais pour l'instant, on a considéré qu'il y avait quand même très peu de chances que la croissance influe grand-chose sur 3 heures. Voilà. Merci. On a une question à 7. Est-ce que, du coup, je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce qu'un objectif, c'est de faire de la de prévoir? Et si oui, avec quel terme? Est-ce que c'est pour faire de la gestion et être capable de prévoir une arrivée massive de sargasses dans le mois ou dans les 6 mois ou l'année d'après? Donc l'idéal, ce serait effectivement de trouver le meilleur modèle et la meilleure configuration pour pouvoir prévoir des échouements. Alors aujourd'hui, déjà, il y a des échouements qui sont prévus quotidiennement avec le modèle MOTI, mais de pouvoir essayer de trouver la meilleure configuration. Après, moi, j'étudie quand même plutôt en haute eau, enfin loin des côtes. Là, mes observations, c'est loin des côtes. Donc, c'est pas forcément sur du court terme comme ça qu'on va pouvoir faire de la prévision avec ça. Mais il y a un autre stage qui est fait en Martinique avec Météo France sur des domaines plus proches de la côte et où là, le but est vraiment de prévoir des arrivées massives de sargasses. Voilà. C'est bon à 7. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions à Montpellier. Non, c'est bon. Eh ben, merci Madeleine. Merci beaucoup. Et merci à toutes et tous et aux étudiants pour la présentation. Merci.